Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ces deux missions spatiales, qui sont une mission japonaise, Hayabusa 2, et une mission américaine, Osiris-Rex, et qui, pour briser le suspense, sont deux missions qui sont allées visiter un type particulier d'astéroïdes, qui sont les astéroïdes de type C. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a deux missions spatiales très ambitieuses, très chères, sont allées dans la ceinture, sont allées, pardon, dans le voisinage proche de la Terre, rencontrer des astéroïdes et ont pour but de ramener des morceaux de ces astéroïdes sur Terre. Alors, vous savez très bien, si vous êtes allé au stand Fripon, si vous êtes allé voir le stand de Luc Laben, qu'il existe plein de météorites sur Terre et que c'est pas très compliqué de s'en procurer. Alors, il y a deux missions spatiales, une américaine et une japonaise, que vous voyez ici, et j'ai intitulé cet exposé le côté obscur, puisqu'en fait, ce sont les deux cibles astéroïdales, ce sont deux objets extrêmement sombres qui appartiennent à la famille des astéroïdes de type C. Et là, vous pouvez tout de suite voir qu'on a, dès le début, deux oppositions de style, avec les logos de ces deux missions. Je vous laisse deviner qui est la japonaise et qui est l'américaine. Alors le système solaire, vous en avez sûrement entendu parler, je pense. Le système solaire, c'est d'abord une étoile, le Soleil. C'est aussi ces 8 planètes, pas plus, qui lui tournent autour. C'est aussi une centaine de satellites qui sont des objets qui tournent autour des planètes. Et puis, c'est pas là que ça se termine, le système solaire. Il y a aussi tout un tas d'objets qui ont été, je dirais, peut-être un peu les mal-aimés du système solaire, qui sont des petits objets, c'est pour ça qu'on appelle ça les petits corps, mais qui sont extrêmement nombreux. On estime typiquement que dans le système solaire, il y a à peu près 1 million d'objets qui font plus de 50 mètres de diamètre. Alors tous ces objets, ça ne représente pas une masse très importante. Si on estime la masse cumulée de ces petits corps, c'est à peu près la masse de la Terre. Mais néanmoins, ces objets, la masse et la taille, il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi la valeur scientifique. Et j'espère que vous comprendrez que ces objets ont une valeur scientifique importante. Alors les petits corps, c'est quoi? Les petits corps, c'est d'abord les astéroïdes, des objets qu'on imagine plutôt rocheux aujourd'hui. C'est aussi les comètes, qui sont des objets plutôt glacés. Alors une comète, vous en avez probablement entendu parler, ça se définit par un objet qui a une activité, un objet qui émet de la poussière. Et puis dans cette catégorie de petits corps, on a aussi tout un tas d'objets qu'on va retrouver un peu plus lointain dans le système solaire. Alors où est-ce qu'ils se trouvent, ces petits corps? Alors d'abord, on a un premier réservoir qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Donc c'est là qu'on va trouver nos amis les astéroïdes. Cette ceinture d'astéroïdes, elle est située typiquement entre Mars et Jupiter, entre 2,5 et à peu près 4 unités astronomiques. On a aussi des objets qu'on appelle les Troyens de Jupiter, qui sont des objets qui vont circuler sur la même orbite que Jupiter, mais pas au même endroit que Jupiter. On a aussi ce qu'on va appeler les satellites irréguliers, donc ce sont des objets qui ont probablement été capturés par des planètes géantes. On a ce qu'on appelle les centaures, qui sont des objets un peu inhabituels, qui sont des objets instables et qui dérivent dans le système solaire depuis le système solaire externe assez lointain vers le système solaire interne. On a Neptune qui est assez troyen, et puis on a aussi ce qu'on appelle les objets transneptuniens. Transneptunien, ça veut dire après Neptune, donc si vous allez après Neptune, vous allez encore rencontrer tout un tas de petits objets dans le système solaire. Alors aujourd'hui, je vais principalement me focaliser sur ces objets-là, qui sont situés entre Mars et Jupiter, et qui sont ce qu'on appelle les astéroïdes. Et puis on a aussi les comètes, mais qui ne seront pas trop développés aujourd'hui. Alors les astéroïdes, où est-ce qu'ils sont? Donc là, c'est une vision du plan de l'écliptique vu du dessus. C'est si vous voulez, un instantané de la position des petits corps du système solaire à un moment donné. Et vous voyez qu'on a plein de petits points jaunes. Ces petits points jaunes, ce sont nos amis les astéroïdes, et qui sont situés principalement entre Mars et Jupiter. Et puis là, on a des petites flèches. Les petites flèches, ce sont les comètes. Alors si vous voulez rencontrer un astéroïde, là où ils sont le plus nombreux, là où vous avez le plus de chances de rencontrer, c'est dans la ceinture d'astéroïdes. Ils sont là, ils sont bien, ils sont coincés entre Mars et Jupiter, ils sont dans ce qu'on appelle un espèce de puits de potentiel, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une orbite stable et ils peuvent rester là jusqu'à la fin du système solaire. Mais il n'y a pas que dans la ceinture d'astéroïdes qu'on en rencontre. Si vous regardez la Lune, vous voyez qu'il y a plein de cratères, donc il y a des objets qui vont venir dans le système solaire interne, donc ils vont quitter cette ceinture d'astéroïdes pour rentrer vers les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus, etc. Et c'est ce qu'on va appeler les astéroïdes géocroiseurs. Donc on a aussi un certain nombre d'astéroïdes qui sont produits probablement par des interactions entre des astéroïdes de la ceinture principale et des planètes géantes, qui vont se séparer, qui vont quitter la ceinture d'astéroïdes pour voyager vers le système solaire interne. Et ce que vous avez ici à droite, c'est une représentation des différentes orbites de ces astéroïdes qu'on appelle les géocroiseurs. Et puis vous voyez que vous avez tout un tas de ces courbes, tout un tas de ces ellipses qui vont croiser l'orbite de la Terre. Donc un géocroiseur, c'est un objet qui va croiser l'orbite de la Terre.
Alors pourquoi je vous parle de géocroiseur? Parce que si vous voulez faire une mission sur un astéroïde, soit vous êtes très très riche et vous pouvez aller dans la ceinture principale, soit vous êtes moins riche ou vous voulez rester dans des coûts raisonnables pour pouvoir faire votre mission. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez avoir un astéroïde qui passe pas très loin de la Terre et des astéroïdes géocroiseurs. Donc c'est pour ça que ces missions de retour d'échantillons qui se sont déroulées sont des missions qui sont allées voir des astéroïdes géocroiseurs. Alors pourquoi étudier les astéroïdes, demander ça aux dinosaures. D'abord, il y a un volet risque. Alors, les météorites et les impacts ont peut-être tué une personne lors de l'événement de Tunguska. Apparemment, il y aurait quelqu'un qui a été soufflé, qui s'est cogné contre un arbre et qui serait mort des conséquences de cette blessure. Globalement, il n'y a pas grand monde qui s'est fait vraiment très mal suite à ces événements. Alors vous faites pas mal parce que vous recevez un bout de météorite sur le bras, mais en fait vous avez une explosion et qui peut créer un souffle, et c'est ce que vous voyez ici en haut à droite. Donc les astéroïdes, c'est important bien évidemment parce qu'il y a un risque, il y a un danger il y a un risque quand même de cataclysme global, pour vous faire peur. Mais pourquoi est-ce qu'on les étudie? Parce qu'il y a des intérêts scientifiques très forts. D'abord parce que ce sont des objets très anciens, pour la plupart, ce sont des objets qui sont formés au tout début du système solaire. Ce sont des objets qui ont vu, ils étaient là quand le système solaire s'est formé. Et ce sont des objets qu'on évoque aussi actuellement pour expliquer la présence d'eau sur Terre et puis l'apport de composés organiques dans les planètes telluriques, sur les planètes telluriques. Donc ça, c'est un peu les arguments, si vous voulez, qu'on sort quand on fait des propositions de mission spatiale. C'est ce qu'on explique, c'est notre justification. Et puis il y a aussi un aspect qui est en train d'émerger, mais qui, je pense, risque de s'effondrer assez rapidement, c'est la notion d'utiliser les astéroïdes comme ressource. C'est-à-dire que pourquoi pas aller forer des astéroïdes et ramener du minerai de platine. Alors, les astéroïdes, on peut les étudier avec des télescopes. On va regarder ces objets depuis la Terre, mais aussi on peut les étudier via des roches. C'est là que, en particulier, le géologue intervient, le géologue qui sait regarder des cailloux. Le géologue, il a des microscopes, le géologue, il a des loupes. Et ces morceaux d'astéroïdes qui tombent sur Terre, c'est ce qu'on appelle les météorites. Ici, vous avez quelques images d'une météorite un peu particulière. C'est une météorite qui s'appelle Sutter's Mill, donc c'est ce qu'on appelle une chute de météorite. Donc c'est une météorite qui a été observée et pour laquelle on a ramassé des morceaux. Et pourquoi je vous montre cette météorite-là en particulier? Pourquoi cette Sutter's Mill? Eh bien parce que Sutter's Mill appartient à un groupe particulier de météorites qui est celui des chondrites carbonées, dont on reparlera un peu plus tard. Donc ce sont des météorites qui sont souvent très sombres. On voit quand même des petits fragments, c'est ce qu'on appelle des chondres. Et puis ici, vous avez une très belle image de la croûte de fusion de cet objet. Alors je vous dis, oui, on peut étudier les astéroïdes en regardant les météorites. Mais comment sais-je que ces météorites sont des fragments d'astéroïdes? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller regarder dans un certain nombre de cas la trajectoire de cette pierre avant qu'elle tombe sur Terre. Et c'est ce qui a été fait dans le cas de cette chute de météorite de Sutter's Mill. Alors pour la petite histoire, ça a été le point de départ de la ruée vers l'or, Sutter's Mill. Donc ça a aussi été le point de départ d'une belle chute de météorite. Et donc vous avez ici une photographie d'une observation de ce bolide qui rentre dans le ciel. Vous voyez cette traînée lumineuse. Et puis il se trouve que cette météorite a été observée tomber à plusieurs endroits différents. Donc ici au-dessus de cette colline, ici au-dessus de cette colline, et puis ici au-dessus de ce lac qui est le lac Tahoe en Californie. Donc si vous avez suffisamment d'observations de cette chute, si vous savez exactement comment sont orientées les caméras qui font ces observations, si vous êtes malin et que vous avez des collègues qui savent faire des calculs, ils peuvent reconstruire en 3 dimensions la trajectoire de l'objet. Et donc ils peuvent, prédire où elle est tomber, donc ça c'est intéressant, et puis ça c'est ce qui est un des objectifs du programme Fripon Vigiciel, et j'espère que tout le monde est allé voir le stand Fripon Vigiciel jusqu'à présent. Et puis à l'inverse, donc on peut prédire où elle est tombée, puis on peut reconstituer sa trajectoire avant la chute. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'angles d'observation différents, donc c'est pour ça que ça n'a pas été fait dans un très grand nombre de cas, mais ça a été fait dans plusieurs cas. Et c'est ce qui est présenté ici sur ce graphique. Donc vous avez tout un tas d'ellipses, puisque une fois qu'on a l'observation, on va supposer que c'est une trajectoire elliptique. Et puis chaque ellipse de couleur correspond à une chute de météorite. Vous avez ici par exemple la météorite de Chelyabinsk, qui a été un gros événement qui s'est produit en Sibérie. Vous avez la chute de Tagish Lake qui s'est produite au Canada. Et là, vous n'avez pas Sutter's Mill, mais elle aurait une orbite assez proche de celle-ci.
Et donc si vous regardez à quoi ressemblent ces ellipses, eh bien, vous voyez que c'est des ellipses qui ont globalement des demi-grands axes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le demi-grand axe, c'est la moitié de l'axe d'élongation de l'ellipse. Et donc ce sont des ellipses qui ont des demi-grands axes qui sont en accord avec un passage dans la ceinture d'astéroïdes. D'accord ? Ces météorites, elles n'ont pas des orbites qui vont vers l'intérieur, vers le Soleil, mais elles ont plutôt des orbites qui viennent de l'extérieur et qui passent toutes par la ceinture d'astéroïdes. Donc ça, c'est un argument fort pour un lien entre ces astéroïdes et ces météorites. Donc là, je vous représente maintenant ici la position des astéroïdes, juste pour vous montrer qu'effectivement, cette région par laquelle sont passés tous ces météorites correspond bien à une région qui est peuplée par nos amis des astéroïdes. Alors des météorites, on en a beaucoup, on en a des dizaines de milliers, et puis ça fait plusieurs siècles qu'on les connaît, ça fait plusieurs siècles qu'on les observe, ça fait plusieurs siècles qu'on les classe, on aime bien ranger grouper les objets et puis les ranger dans des tiroirs. Et donc il existe aujourd'hui une classification qui pourrait paraître compliquée de ces météorites. Donc ces météorites représentent une diversité géologique. Donc on a tout un tas de météorites différents qui ont enregistré des processus de formation différents et des processus d'évolution différents. Donc on a cette classification des météorites. Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur les astéroïdes? Qu'est-ce qu'on peut dire quand on les regarde depuis la Terre? Alors une première chose qu'on peut regarder, c'est ce qu'on va appeler l'albédo. L'albédo, c'est quoi? C'est est-ce que l'objet est clair ou sombre? Donc là, c'est deux graphiques qui sont un petit peu compliqués, je vais vous les expliquer. Alors, c'est en anglais, mais certains d'entre vous comprennent peut-être l'anglais. Donc, inclination, c'est inclinaison. Et semi-major axis, est-ce que certains savent ce que ça veut dire? Non. Demi-grand axe, merci. Demi-grand axe. Donc ça, c'est le demi-grand axe de l'ellipse sur ces deux graphiques, et ça, c'est l'inclinaison. Donc en fait, c'est les deux mêmes graphiques, sauf que là, on a séparé les astéroïdes suivant deux types. Donc l'inclinaison, c'est en gros l'angle que fait l'ellipse avec le plan de l'écliptique. Okay, on a séparé les objets entre deux grands types. Ici, c'est ce qu'on appelle les objets qui appartiennent à des familles, et ici, c'est les objets sans famille. Alors une famille d'astéroïdes, c'est quoi? Eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait des objets qui avaient des paramètres orbitaux très proches. C'est le cas, par exemple, de cette famille-là, qui est la famille de Eos, si je me souviens bien. Et vous voyez qu'on a un groupement d'objets avec des paramètres orbitaux très proches. D'accord ? Alors comment on explique ça? C'est probablement des objets qui sont issus d'une grosse collision à un moment dans l'histoire du système solaire. Et cette grosse collision, elle a séparé des fragments qui sont en train progressivement de s'écarter les uns des autres, mais qui aujourd'hui sont à peu près groupés au même niveau dans cette distribution des paramètres orbitaux. Donc ici, vous avez les astéroïdes qui ont des familles, des amis, et puis ici, vous avez ce qu'on appelle le background, donc c'est les astéroïdes qui errent tout seuls dans le système solaire. Alors pourquoi je vous montre ces deux graphiques? Un, pour vous parler de cette notion de famille, et puis surtout parce qu'il y a des couleurs sur ce graphique, et ces couleurs, c'est quoi? C'est la valeur de l'albédo. Et vous voyez que les couleurs, elles varient entre du jaune clair et du noir. Et si je regarde ici l'échelle d'albédo, le noir, c'est proche de 0, et le clair, c'est au-dessus de 0,5. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des objets qui sont très très sombres, c'est ces objets qui ont ces albédos très très faibles, et puis on a des objets qui sont extrêmement brillants. Et ça, c'est une première illustration de la diversité des astéroïdes. Et effectivement, tout comme les météorites, il existe une diversité de composition des astéroïdes. Alors comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour comprendre la composition de ces objets? Alors on peut déterminer l'albédo depuis la Terre, mais on peut essayer d'aller un peu plus loin en faisant ce qu'on appelle la spectroscopie infrarouge. Alors l'infrarouge, c'est quoi? C'est un rayonnement électromagnétique, mais qui a une longueur d'onde un peu plus grande que la gamme visible que vos yeux peuvent observer. Alors ici, on a un diagramme qui peut vous sembler compliqué, avec des unités compliquées, mais qui n'est pas si compliqué en fait. Ici, c'est quoi? La radiance, on va dire, c'est l'intensité, c'est la quantité de lumière. Ici, c'est la longueur d'onde, d'accord? Donc c'est, si vous voulez, la fréquence d'oscillation de vos photons. Alors, ici, vous avez quelque chose qui s'appelle solar flux. Donc, ceux qui parlent anglais ont déjà compris que c'est le flux solaire. Donc, c'est en gros la quantité émise par le Soleil. Et puis ici, vous avez écrit émission thermique. Alors, comment aller un peu plus loin sur la composition? On va utiliser la lumière réfléchie par le Soleil. D'accord? Quand vous regardez un astéroïde,
eh bien, vous pouvez regarder la lumière qui vous revient en fonction de la longueur d'onde. Okay, donc c'est ça, cette spectroscopie en réflectance. Donc vous pouvez le faire pour différents objets. Alors ici, vous voyez que vous avez des courbes de couleurs différentes qui correspondent en fait à des distances différentes. Et ici, en fait, c'est la quantité réfléchie par un objet suivant sa distance au Soleil. Alors ici, vous avez AU, c'est unité astronomique. Donc ici, 1.0 unité astronomique, c'est si vous êtes au niveau de la Terre. Et puis ici, vous avez 5 unités astronomiques, c'est si vous êtes à peu près au niveau de Jupiter. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous regardez la lumière réfléchie par le Soleil, sachant que c'est de plus en plus difficile, plus vous êtes loin, plus l'objet est lointain. Puisque plus il est lointain, moins il reçoit de flux solaire. C'est pour ça que les courbes diminuent. Donc cette spectroscopie en infrarouge, c'est une technique puissante, puisqu'on peut la réaliser à très grande distance, c'est-à-dire qu'on peut mesurer ses propriétés de réflexion sur des objets qui sont au niveau des objets transneptuniens. Même si plus ils sont loin, plus c'est difficile. Puis il y a une deuxième difficulté, c'est qu'il y a un moment où ces objets, ils ont une chaleur, hein, vous avez une chaleur, vous émettez un rayonnement infrarouge, et donc il y a un moment où le rayonnement infrarouge émis par les objets va être plus important que la lumière réfléchie par l'objet, et donc là vous n'allez plus pouvoir faire cette spectroscopie en réflexion, puisqu'on mesure la lumière solaire réfléchie, et là vous pouvez peut-être essayer de faire une deuxième technique de spectroscopie. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder cette lumière réfléchie? Eh bien parce que ces photons qui vont revenir et qui vont être observés par les télescopes, il y a une fraction qui va rentrer dans la surface. C'est ce que je vous ai schématisé ici. Ici, vous avez des photons qui arrivent. Ici, vous avez votre surface qui est faite d'un agrégat, un agrégat de glace, un agrégat de minéraux. Et donc, le photon qui va revenir vers vous, il a, la plupart du temps, passé à travers la surface. Il est passé à travers la surface, il est diffusé, il va remonter, il va revenir jusqu'à l'observateur. Donc finalement, quand vous faites cette technique de spectroscopie en réflectance, vous pouvez étudier comment les objets transmettent la lumière. Et suivant la composition chimique, vous pouvez avoir des absorptions qui vont vous donner une information sur cette composition. Et donc c'est ça qui est à la base de cette technique. Alors voilà ce que vous faites. Hein. Vous faites des mesures sur tout un tas d'astéroïdes, et puis vous obtenez des spectres. Alors typiquement, c'est la gamme entre 0,5 et 2,5 microns, et puis vous obtenez ce genre de choses. Alors qu'est-ce que c'est? Moi je dis toujours que ça ressemble à des signatures de docteurs. Hein. C'est un peu, c'est pas très riche comme spectre. Mais vous voyez que par exemple, si on prend celui-là, ici en haut à droite, qui est le type V, vous voyez qu'ici vous avez des espèces de bosses vers le bas. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des bandes d'absorption. Et quand vous voyez ces choses-là, et que vous faites des mesures de choses similaires en laboratoire, vous pouvez interpréter ces bandes d'absorption. En l'occurrence, quand vous avez deux pics ici, à 1 micron et 2 microns, qui ont à peu près ce rapport d'intensité et cette largeur, ça vous dit que vous avez un minéral particulier qui est le pyroxène. D'accord? Donc en étudiant ces bandes d'absorption, on arrive à avoir une information sur la minéralogie et à essayer de comprendre un peu de quoi sont faits ces objets. Alors il faut bien comprendre qu'il y a une énorme limitation à cette technique. Hein. C'est que, 1, on moyenne sur tout l'objet, et puis 2, on va voir uniquement certaines bandes d'absorption. Et globalement, avec cette technique, on voit les objets qui contiennent du fer, que ce soit du fer dans les minéraux ou du fer sous la forme d'oxyde, et les minéraux qui peuvent contenir de l'hydrogène et je dirais de l'eau. D'accord ? Donc on a un biais colossal qui est qu'on va regarder ces objets, mais via un filtre qui est celui des minéraux qui contiennent du fer. Mais néanmoins, c'est un peu une des seules choses qu'on peut faire à distance depuis la Terre. Alors, ça c'est un travail qui a été fait par quelqu'un du Massachusetts Institute of Technology, qui a été de prendre tout un tas de spectres d'astéroïdes, et puis de faire une technique mathématique qui s'appelle une analyse en composantes principales. C'est-à-dire qu'elle va prendre tout un tas de spectres, puis elle va voir, si vous voulez, essayer de classer suivant les grands types spectraux. Et voilà ce qui en ressort. Vous avez tous ces grands types qui sont classés avec des lettres, et c'est un peu un fourbi sans nom, qui est assez difficile quand on s'y plonge dedans, et qui est cette clé taxonomique de Bus-Dimeo. Alors, quelque chose d'important que je dois vous préciser à ce moment-là, c'est que je vous ai dit que ces astéroïdes font partie des petits corps. Donc les petits corps, comme leur nom l'indique, ce sont des corps, mais ce sont aussi des objets petits. Vous avez probablement tous vu des photos d'astéroïdes. Okay. Toutes ces photos ne sont pas prises depuis la Terre. Okay.
pour avoir une idée de à quoi ressemble un astéroïde, pour avoir une idée de sa géologie, on a quasiment systématiquement besoin de missions spatiales. Donc pour connaître un astéroïde, on a besoin d'une mission spatiale. Et toutes ces observations-là, dont je vous parle de grands types spectraux, c'est possible uniquement pour les gros objets, pour les objets qui font plus du kilomètre. Et voir ici, pour tous ceux qui ont tous ces spectres de bonne qualité, c'est plutôt des objets qui sont au-dessus de la cinquantaine de kilomètres. Donc les astéroïdes sont des objets qui sont difficiles à étudier. Alors je vais les sous-classer en deux grandes familles. D'abord ce qu'on appelle les types S. Les types S, c'est les objets qui vont avoir ces grandes bandes d'absorption. Alors S, c'est pour silicate. Silicate, c'est des minéraux qui contiennent du silicium, de l'oxygène, mais aussi souvent du fer, et donc qui vont présenter ces bandes d'absorption. Puis vous avez tout cela, qui sont les types X, C et D. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est des types qui ont beaucoup moins de bandes d'absorption. Et c'est pour ça qu'on connaît beaucoup moins, on a une information qui est beaucoup plus floutée, je dirais, sur leur composition. Et c'est d'ailleurs parmi ces classes-là qui ont été les cibles de ces missions spatiales. Alors le défi, si vous voulez, de cette science des astéroïdes, c'est que vous avez cette classification faite par nos collègues qui font des observations d'astéroïdes, qui est cette taxonomie des astéroïdes. Vous avez ça de l'autre côté qui est aussi cette classification des météorites, et puis il faut arriver à reconstituer les liens entre tout ça. Il y a certains objets qu'on connaît bien et d'autres qu'on connaît beaucoup moins bien. Alors des objets qu'on connaît bien, premier exemple, l'astéroïde Vesta 4. Vesta 4, c'est un très gros objet, c'est 300 km de diamètre. C'est un objet qu'on connaît bien spectroscopiquement, parce qu'il est gros, et deux, parce qu'il est très brillant, donc il est plus facile à observer. Et ça fait un certain temps qu'on a des beaux spectres infrarouges de Vesta 4 qui ressemblent à ça. Donc ici, le spectre de Vesta 4, c'est celui-ci en noir, ici. Et ce spectre ici présente ces deux belles bandes d'absorption, en fait, qui sont vers 0,9 micromètres et vers 1,9 micromètres, qui sont diagnostiques de la présence d'un minéral particulier, qui est un pyroxène, en l'occurrence. Et puis, si on regarde les météorites, qu'on mesure le spectre en laboratoire, qu'on regarde leur composition, en fait, il se trouve qu'il y a une famille de météorites qui est très riche en pyroxène, qui est la famille des howardites eucrites diogénites. Et donc, ça fait depuis la fin des années 70 qu'on a établi une connexion, un lien entre cette famille d'astéroïdes et ce type de météorites via cette spectroscopie infrarouge. Et donc il a été proposé que en fait, ces météorites de type HED soient des morceaux de cet astéroïde Vesta 4. Il se trouve qu'il y a une mission spatiale américaine qui s'appelait Dawn qui allait faire un rendez-vous avec cet astéroïde et qui a confirmé cette connexion entre cette famille de météorites et cet astéroïde. Là, cet astéroïde, il est très particulier parce que c'est un gros objet différencié qui a une croûte basaltique et donc qui est un objet qui a été complètement transformé par probablement une fusion globale de cet objet. Et ça, c'est un exemple d'une image de météorite en provenance de cet astéroïde. Alors, il y a un deuxième type d'astéroïde pour lequel le lien, je dirais, est encore plus fort. Et ça, c'est les astéroïdes de type S. Alors, comment est-ce que ce lien a été construit ? Il a été construit, je dirais, d'une manière extraordinaire. C'est qu'on a nos collègues japonais qui ont vraiment surpris tout le monde, je dirais. C'est qu'un jour, ils ont lancé une mission spatiale qui s'appelait Hayabusa, et qui était pour la première fois une mission spatiale de retour d'échantillons astéroïdales. Donc ils sont allés voir cet objet et ils ont ramené des morceaux sur Terre. Alors cet objet, c'est un petit astéroïde qui s'appelle Itokawa. Alors il y a une première surprise, c'est que quand on ne connaît pas quelque chose, on imagine toujours quelque chose de très simple. On a vu ça avec Rosetta, une comète, c'est une boule, c'est une sphère, c'est riche en glace, etc. En fait, dès qu'on se rapproche, la complexité géologique est toujours très surprenante. Et là, ça avait été vraiment une grosse surprise, c'est qu'en fait, cet objet, c'est une pile de gravier. D'accord ? Vous voyez, c'est plein de gros morceaux, c'est grossier. Et il y a en fait très peu d'endroits où on a du matériel fin. Et d'ailleurs, pour une mission retour d'échantillons, c'est un peu effrayant. Si vous vous dites que vous voulez ramener des matériaux sur Terre et que vous vous rendez compte que vous avez un objet qui est couvert de rochers qui font cette taille-là, enfin moi j'aimerais bien qu'on ramène des rochers qui font cette taille-là, mais c'est un peu compliqué pour une mission spatiale. Donc Itokawa, ça a été, première surprise, ça a été cette géométrie. Et nos collègues japonais sont allés récolter des morceaux de cet objet. Et ça a été l'opportunité de tester
cette technique de déterminer la composition et de classer les astéroïdes depuis la Terre à partir de leur spectre infrarouge. Alors la surface d'Itokawa, ici vous avez une image un peu plus proche, hein, et vous voyez que c'est pas un endroit où on aimerait s'allonger, hein, ça doit faire mal au dos. C'est plein de gros rochers et ça a été un grand défi d'ailleurs de ramener des morceaux de cet objet. Mais ça a été fait, hein, il y a eu beaucoup de frayeurs et beaucoup de cheveux blancs qui ont poussé chez nos amis japonais. Au final, ils ne savaient pas en fait s'ils en avaient ramené, mais ils ont quand même ramené la sonde, ils ont regardé dedans, ils n'ont rien vu. Puis au final, il y a un mec qui s'est dit bon allez, tac, 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 tac. Il a vidé comme ça et puis au final, ils ont trouvé 1 millier de grains. C'est des petits grains, il y en a 1 millier, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Et ici, vous avez une image de ces grains d'Itokawa, qui est un morceau de cet astéroïde, qui est un mélange d'olivine et de pyroxène. C'est des minéraux qui sont très classiques pour les personnes qui travaillent sur la météorite. Donc ça a été une mission, je dirais, extraordinaire pour au final ramener un morceau d'un type de météorite qu'on appelle les chondrites ordinaires. Donc, je dirais que d'un point de vue test de la méthode, etc., c'était génial. Mais au final, c'est de la chondrite ordinaire et c'est le type principal de météorite qui tombe tous les jours sur Terre. Alors avant que cette mission Hayabusa soit envoyée, par rapport au spectre de cet objet, les gens avaient prédit de quoi ça devait être fait. Donc ils avaient regardé les spectres infrarouges, ils avaient regardé la position des deux bandes, et si vous regardez finement la position des deux bandes, vous pouvez prédire à quel sous-type de météorite ça appartenait. Donc là, il y avait une prédiction que cet objet devait ressembler aux chondrites ordinaires, mais aux chondrites ordinaires de type LL, et aux chondrites ordinaires de type LL sous-type 4-5. Donc c'était vraiment une prédiction assez précise sur de quoi on s'attendait à ce que cet objet soit fait. Et puis une fois que les grains, ça c'est moi. Une fois que les grains sont revenus, on a pu étudier ces grains en laboratoire, en particulier mesurer la teneur en fer des olivines et la teneur en fer des pyroxènes. Et on a pu confirmer ici. Donc ici vous avez en bleu les mesures faites sur ces grains Itokawa. Ici en rouge vous avez ces météorites de type LL. Et donc on a pu confirmer cette prédiction sur la composition. Donc ça a été vraiment une validation de cette approche, au moins pour cette famille d'astéroïdes. Je dirais qu'on comprend plutôt bien cette famille d'astéroïdes. Et cette mission, ça a tellement été un énorme truc au Japon. Alors, on en a entendu parler, bien sûr, en France, mais au Japon, ça a été un succès national. Et ça a été tellement un grand succès qu'ils ont fait 3 films grand public, où ils ont pris les plus grands acteurs, les plus grands acteurs japonais pour jouer les rôles des scientifiques dans cette chose-là. Donc ici, vous avez une image, c'est Hayabusa. Donc imaginez, je sais pas, un film où il y a quelqu'un qui joue Sylvain Boulet, Brigitte Zanda ou Pierre Thomas. Je ne sais pas qui jouerait Pierre Thomas d'ailleurs. Réfléchissez à cette question. Et nous, on a été très contents, hein, parce qu'à Grenoble, ici avec des collègues, on a eu la chance de travailler sur un de ces grains Itokawa, sur celui-là. Alors pour la petite histoire, ça c'est un grain qui fait 25 micromètres. Et donc quand il est arrivé, on a une boîte qui faisait ça. Donc on s'est dit, bon c'est rigolo, la boîte est 1 milliard de fois plus grande que le grain Itokawa. Et puis donc là, vous voyez, là on a reçu la boîte, on est content, ouais, on fait les japonais. Et puis après on a ouvert la boîte. Alors on peut se dire, le japonais c'est sérieux, c'est carré, etc. Donc on ouvre la boîte, et là on voit une boîte dedans, et dedans il y a écrit Frédéric Jourdan, Perth, Australie. Et en fait, ils n'avaient pas envoyé le bon grain, ils s'étaient trompés, et notre grain qui devait arriver chez nous, il est allé quelque part en Australie. Donc ensuite on s'est arrangé. Mais on était très contents de travailler sur ce petit grain. Alors, sur ces objets, je dirais que sur certains types spectraux, tous ceux qui ont des grandes bandes, je dirais, on a une bonne connaissance de leur composition. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on comprend plutôt bien de quoi sont faits les astéroïdes qui ont ce type de spectre. Maintenant, on a tout un tas d'autres objets qui sont ceux-là, les types B, C, X, D, pour lesquels on a vraiment une connaissance qui est beaucoup plus élusive. Alors ces types spectraux, petite particularité, ils ne sont pas distribués de façon homogène au sein du système solaire. Ici, je vous montre le demi-grand axe en fonction de l'inclinaison, donc ça on a déjà vu ce type de graphique. Puis ici, ces boules correspondent si vous voulez, globalement à la distribution de ces astéroïdes par type spectraux.
Donc j'ai séparé en 4 grands types. Et si vous regardez ça, si vous regardez cette distribution, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas homogène. Hein. Globalement, les rouges sont plutôt ici entre 2 et 3. Globalement, les bleus sont plutôt situés après 3,4. Et puis les bleus clairs sont plutôt situés entre 2,5 et 3,2. Donc on a une distribution hétérogène de ces types spectraux dans le système solaire. Les types S, silicates, ceux qu'on connaît bien, sont plutôt dans la partie intérieure de la astéroïde. Les types C, des boules bleues claires, qui sont les cibles de Hayabusa 2 Osiris-Rex, sont plutôt au milieu. Et puis il y a un truc que les gens ne discutent pas assez, je pense, et qui est quelque chose de très intéressant, c'est quand on s'éloigne dans le système solaire, qu'on va à peu près plus loin que 3,2, on a une espèce de simplification de ces types spectraux, et tout ressemble maintenant globalement à des types D. Donc on a ce gradient de composition. Alors les types C, le C initialement c'était pour carboné. Alors pourquoi on a appelé ça carboné? Parce que c'est sombre. Alors méfiez-vous, un carboné, les chondrites carbonées, les météorites carbonées, elles contiennent que quelques pourcents de carbone. Hein. C'est très, très peu riche en carbone. Les types C, ils ont des albédos très bas, 0,06, ça veut dire 6%. Les types C, ils sont populaires parce qu'on suppose qu'ils ont eu un rôle dans l'apport de volatiles dans le système solaire interne. Et puis on a ces 2 missions spatiales en cours vers des types C, mais qui sont des géocroiseurs. D'accord, des types C, des astéroïdes de type C, mais qui sont des géocroiseurs de type C. Et puis, je vous parle quand même des types D, parce que je pense que j'espère qu'on en entendra parler dans le futur. C'est le type spectral qui est dominant après 3,2 unités astronomiques. C'est aussi un type très sombre. En fait, une comète, si on regarde une comète, sur tous les points de vue, c'est extrêmement similaire au type D. Donc les types D, c'est probablement des objets qui sont reliés aux comètes. Les modèles dynamiques suggèrent que ces types D sont des migrants du système solaire externe. Donc ce sont des objets qui viendraient de loin dans le système solaire et qui auraient été implantés dans le système solaire interne. Et puis ils seront la cible d'une mission spatiale qui s'appelle Lucie de la NASA. Aujourd'hui, on n'a pas de mission spatiale de retour d'échantillons de type D qui soit planifiée et budgétée. J'espère que ça arrivera. Et je dirais que là, il y a probablement quelque chose à faire, ou peut-être que l'ESA, qui est un peu à la traîne sur ces missions spatiales de retour d'échantillons, pourrait peut-être faire quelque chose. Alors, un peu de détails sur ces types C. Alors, si vous regardez les types C, donc c'est à ça que ça ressemble. Hein. Alors, on devine qu'il y a quand même des petites bandes. Hein. Il y a des petites bandes et puis il y a des variations de pente. Alors souvent, les gens qui travaillent sur les astéroïdes, ils font ce que j'appelle de la pantologie, c'est-à-dire qu'ils regardent comment les spectres varient comme ça. C'est compliqué. Alors, il y a quand même une fraction de ces types C qu'on comprend bien. C'est les types C sous type H. Alors, H, pour ceux qui parlent anglais, ça veut dire hydrated. Et hydrated, ça veut dire qu'ils sont hydratés. Alors, si on regarde des spectres de ces types C, alors ici, vous avez un spectre infrarouge dans la gamme 0,5-2,5 microns, et puis là, un spectre infrarouge qui va un peu plus loin, jusqu'à 4,0 microns, 4 microns. Et là, je vous ai annoté ces spectres pour vous montrer la présence de certaines bandes d'absorption. Et ces bandes d'absorption, elles sont extrêmement intéressantes. Ces bandes d'absorption, on les retrouve sur à peu près un tiers de ces types C. Et ces bandes d'absorption, vous en avez dans le visible, qui sont vers 0,7, 0,9 et parfois 1,1 micromètre. Et pourquoi on les aime bien? Parce que ces bandes d'absorption vous indiquent la présence de fer 3+. Et le fer 3+, c'est du fer qui est oxydé. D'accord? Oxydé, c'est quoi? Par exemple, si vous avez de la rouille sur un peu de fer chez vous, c'est du fer oxydé. Donc, ce fer 3+, peut être vu comme un indicateur de la présence d'une interaction avec de l'eau. Et puis si vous allez un peu plus loin dans la gamme spectrale, qui est une gamme qui est extrêmement puissante, mais plus difficile à mesurer parce que le flux solaire diminue, eh bien on peut trouver une bande d'absorption vers 2,7 micromètres. Généralement on appelle la bande à 3 micromètres, allez savoir pourquoi. Et cette bande, c'est vraiment une évidence directe de la présence d'eau sur ces objets. Donc on a un tiers de ces objets qui ont vraisemblablement été hydratés, et en fait on a tout un tas de météorites qui ont des spectres très similaires à ça. Donc je pense que ces objets, on a une très bonne idée de quoi ils sont faits, et c'est probablement équivalent à des météorites hydratées. Et donc je pense qu'on a une très bonne connaissance. Alors qu'est-ce que c'est qu'une météorite hydratée, hein? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà bu de la météorite. N'essayez pas, je vous le déconseille. Alors on appelle ça souvent les météorites hydratées. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau qui est mobile, c'est de l'eau qui est liée aux minéraux. C'est météorite hydratée, c'est le cas de cette météorite dont je vous ai montré un morceau tout à l'heure, la météorite de Sutter's Mill.
Et cette eau, c'est de l'eau qui est liée aux minéraux, c'est la même eau qu'on retrouve dans les argiles. Hein, les argiles, ce qu'on met pour faire de la poterie ou sur les fesses des bébés. Donc c'est une eau qui est liée dans les minéraux, mais la présence de cette eau vous indique qu'un jour, dans son histoire, l'astéroïde a vu la présence d'eau, probablement liquide, dans cet objet. Donc c'est pour ça que les types C sont extrêmement populaires et intéressants, parce que ces types C, en fait, c'est le premier enregistrement de l'interaction aux roches, le premier enregistrement de la présence d'eau liquide dans le système solaire. Et quand je vous dis le premier enregistrement, c'est qu'on a moyen de dater cette interaction. On sait que quelques millions d'années seulement après la formation du système solaire, on avait sur ces astéroïdes de l'eau liquide qui interagissait avec des minéraux. Alors on a un certain nombre de types C qui sont hydratés, mais aussi on a un certain nombre de types C qui ne sont pas hydratés. Et c'est là qui est vraiment la question aujourd'hui. Donc ces types C hydratés, je pense qu'on sait ce que c'est. On a aussi des types C non hydratés et qui sont aujourd'hui très mystérieux. Donc ici c'est un diagramme qui vous représente la teneur en eau. Alors oubliez ça, c'est le rapport hydrogène sur système, mais la teneur en eau pour tout un tas de ces astéroïdes de type C. Ce que je veux que vous observiez, c'est qu'on a plein d'objets qui ont des valeurs ici, on va dire élevées, donc des teneurs en eau élevées. Donc on a tout un tas de ces types C qui sont hydratés. On a aussi tout un tas d'objets qui sont là en bas, qui ne sont pas hydratés. Donc on a ces types C qui sont non hydratés. Et il y a aujourd'hui deux grands modèles pour expliquer ce type d'objet. Soit ce sont des objets qu'on va appeler métamorphisés, donc qui étaient transformés. Alors ils ont pu être métamorphisés par un processus à haute température, ils ont pu chauffer, ils ont pu être choqués. On sait qu'il y a des collisions dans le système solaire. Et donc ils auraient pu être hydratés, mais ils ont perdu cette eau par le métamorphisme ou par les collisions. Où il y a une deuxième hypothèse qui est, je dirais, extrêmement stimulante, c'est que peut-être que ces objets sont finalement très primitifs et que ces objets, eux, n'ont même pas vu cette interaction avec de l'eau. D'accord ? Donc ça voudrait dire qu'on est, parce que on est content, on a une interaction aux roches, c'est intéressant, à exobiologie, astrobiologie, etc. Mais ça modifie les minéraux. Mais peut-être que ces objets-là, au final, sont des objets qui n'ont pas été modifiés depuis les tout débuts du système solaire et qu'on aura un matériau très primitif disponible. Alors, résumé à mi-parcours, on comprend très bien les types S, d'accord, ces types silicatés. On ne comprend pas bien les types D. Je dis qu'on n'en saura pas beaucoup plus d'ici 25 ans parce qu'on n'a pas aujourd'hui une mission spatiale qui soit planifiée pour aller faire un retour d'échantillon. Ce qui est extrêmement frustrant, surtout que l'Europe a fait Rosetta. Et puis, il existe deux grandes familles de type C. C'est type C qui ressemblent à des météorites connues, okay, et puis des qui ne ressemblent pas trop à des météorites connues. Et c'est vraiment ceux-là qui ce serait vraiment très intéressant d'avoir des morceaux de cela. Alors, première mission à destination d'un de ces objets de type C, Hayabusa 2. Donc, mission japonaise de la JAXA. Donc, vous pouvez ici voir les différents logos, ils font les choses bien, enfin, parfois. Donc, le logo, il change de couleur suivant les étapes de la mission. Donc, ici, on est en logo bleu. Donc là, on a une mission qui est actuellement en orbite autour de cette chose-là. Dès que le machin reviendra sur Terre, il sera rouge. C'est une mission qui a été lancée en fin 2014. Je vous l'ai dit, Hayabusa 1, ça a été un succès énorme, ça a été une prouesse technologique, ça a été une valeur scientifique très importante, ça a été une grande fierté nationale, et donc ils ont pris la même sonde, le même spacecraft, ils l'ont envoyé, mais cette fois non pas sur un type S, mais sur un type C. Donc c'est une mission qui est partie fin 2014, qui a fait une assistance gravitationnelle avec la Terre, et puis qui est arrivée sur sa cible, donc un objet qui s'appelle Ryugu, R-Y-U-G-U, au milieu de l'été dernier. Alors cette sonde, voilà à quoi elle ressemble. Ce n'est pas un satellite très grand, c'est une sonde assez compacte. Ce n'est pas une sonde qui a une quantité d'instruments scientifiques énorme. Pourquoi ? Parce que c'est une sonde qui est vraiment principalement dédiée au retour d'échantillons. Donc c'est une sonde qui héberge 3 grands instruments scientifiques qui sont là pour aider à choisir où échantillonner un astéroïde. Parce que c'est bien de ramener un bout d'astéroïde, mais c'est encore mieux de connaître le contexte, géologique, de savoir à quoi il ressemble, est-ce qu'il est représentatif ou pas de l'objet. Et donc pour ça, vous avez des caméras, Optical Navigation Camera, ONC, vous avez un spectromètre infrarouge, NIRS-3, donc qui va mesurer des spectres infrarouges, mais depuis l'objet. Vous avez un imageur thermique, donc pour avoir une idée de la température à la surface de l'objet. Et puis vous avez un altimètre LIDAR, donc un radar, pour savoir à quelle distance vous êtes de l'objet. Et ça, c'est important pour quand vous descendez, que vous vous rapprochez de l'objet pour échantillonner.
Alors qu'est-ce qu'on connaissait de Ryugu avant de faire ce rendez-vous avec l'objet? Alors ce qu'on peut faire en amont, c'est faire ce qu'on appelle des courbes de lumière. Une courbe de lumière, c'est vous regardez comment l'intensité de l'objet varie en fonction du temps. Première chose que vous pouvez sortir de ça, c'est que si vous avez un signal périodique, vous pouvez avoir une information sur la période de rotation. Donc là, on avait prédit, les gens avaient prédit que c'était une période de rotation qui n'était pas très loin de 8 heures. Et puis vous avez des gens qui essayent de faire des choses un peu plus sophistiquées. C'est que cette courbe, elle va varier suivant la forme de l'objet. Et à l'inverse, les gens essayent d'inverser ces courbes-là pour avoir une idée de la forme de l'objet. Vous pourrez vous faire un point de vue vous-même sur est-ce que ça marche bien ou pas. Donc ça, c'est ce à quoi on pensait que l'objet allait ressembler avant l'arrivée. Alors on avait une idée plutôt bonne du diamètre, 900 mètres, une idée plutôt bonne de l'albédo, un objet très sombre. Et puis voilà la forme qui a été prédite par ces modèles. Alors voilà à quoi il ressemble en réalité, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est différentes images de l'objet au fur et à mesure que la sonde se rapproche de cet astéroïde. Puis ça, c'est une image un peu plus près de cet objet. Alors première observation, eh bien, c'est encore une fois ce qu'on appellerait une pile de gravats. D'accord ? Donc ces petits géocroiseurs, les petits qu'on a visités, c'est globalement des piles de gravats. Okay ? Alors pourquoi est-ce qu'on a ces piles de gravats je vais en parler quelques instants. C'est une pile de gravats. Alors vous voyez que sa forme, elle est, on va dire, une espèce de diamant que vous avez. Alors vous remarquez que vous avez des cratères, vous avez des gros morceaux, et puis vous avez un espèce de bourrelet équatorial. Alors on a pu aussi mesurer la densité de cet objet. La densité de l'objet, comment vous faites? Eh bien, vous pouvez avoir une idée de la masse via des interactions gravitationnelles entre votre sonde spatiale et l'objet. Et puis, si vous avez la masse, vous pouvez mesurer le volume en reconstituant l'objet en 3 dimensions avec des photographies, hein, ça se fait très bien. Et donc, vous pouvez déterminer la densité. Vous voyez que la densité de cet objet, c'est 1,19. D'accord ? Vous savez que les cailloux, en général, ça tombe dans l'eau. Effectivement, ça ne flotte pas, mais c'est pas très loin. C'est une densité très faible. Et cette densité très faible, elle est en accord avec cette idée que cet objet, c'est globalement un gros tas de gravats très poreux. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait des objets qui ont cet aspect-là? Eh bien, il y a un modèle qui est populaire dans la communauté, hein, c'est que ce type d'objet serait issu de collisions qui vont l'éclater en morceaux. Et puis, même s'il s'éloigne, les morceaux vont quand même interagir gravitationnellement et vont se réaccréter. Donc cette forme, cet aspect de pile de gravier serait lié à une collision intense qui aurait éclaté l'objet, qui se serait ensuite réaccrété. Donc ça expliquerait cet aspect Rebel Pi. Alors deuxième observation, on a ce bourrelet équatorial. Et vous le verrez que cette structure, cette forme, elle ressemble beaucoup à la forme de la cible de Osiris-Rex. Alors pourquoi ce bourrelet équatorial? Il y a deux théories. Ça pourrait être lié au fait que ces objets ont une rotation qui accélère au cours du temps, avec un effet qui s'appelle l'effet Yorp, et qui pourrait induire une migration vers l'équateur des grains. Ou deuxième possibilité, si vous avez un objet qui s'éclate, qui se réaccrète, eh bien, on pourrait avoir une réaccrétion hétérogène, et que préférentiellement les blocs fragmentés se réaccrètent au niveau de l'équateur. Donc ça, c'est cette cible Ryugu. Alors quand est-ce que cet objet a été fragmenté et éclaté en morceaux? Eh bien, on peut essayer d'en avoir une idée en regardant les cratères de cet objet. Et effectivement, c'est une pile de gravats, mais qui a une certaine cohérence, et sur laquelle on peut voir des cratères. Vous en voyez un là, vous en avez un là. Alors il y a des gens comme Sylvain Boulet qui aiment bien compter les cratères, et qui via la distribution en taille des cratères, peuvent donner une idée de l'âge de la surface. Vous vous doutez que plus une surface est ancienne, plus elle a de chances d'avoir reçu des impacts, et donc plus elle va être cratérisée. À l'inverse, plus une surface est jeune, moins elle sera cratérisée. Et donc les gens qui ont essayé d'estimer un âge de la surface de Ryugu, via ces cratères, alors il y a une barre d'erreur qui est très grande, qui à mon avis est encore surestimée, parce que c'est très modèle dépendant. Mais les gens essayent quand même de faire cet exercice et donnent un âge pour cette surface de l'ordre de 0,1 à 0,5 milliards d'années. Donc vraisemblablement, cet objet a subi une collision cataclysmique, une réaccrétion,
finalement assez récemment dans l'histoire du système solaire. Donc il y a moins de 1 demi-milliard d'années. Alors de quoi est fait cet objet? Alors il faut savoir que ces petits géocroiseurs, ils sont petits. Alors effectivement, c'est des géocroiseurs, donc ils ne passent pas très loin de la Terre, mais on n'arrive pas à faire des spectres infrarouges depuis la Terre. C'est souvent très difficile. Et encore plus dans la région vers 3 microns, où on peut voir les signatures d'hydratation. Alors à quoi ressemble cet objet depuis la surface? Puisque là, maintenant qu'on est prêt, on peut faire ces mesures, et c'est ce qui a été fait par cet instrument qui s'appelle NIRS-3. Alors ici, vous avez les données brutes, donc ça c'est juste l'intensité. Alors vous voyez que la longueur onde, vous avez le signal qui augmente très fortement quand on s'éloigne dans l'infrarouge. Pourquoi? Parce que là, en fait, l'objet commence à émettre de la chaleur. Il y a quelque chose aussi qu'on a tendance à oublier, et qui est quand même important pour ces géocroiseurs, c'est qu'ils sont à unité astronomique, ils sont sombres, et donc ils chauffent. Donc ce sont des objets, alors effectivement on vend des missions spatiales, on va chercher de la matière primitive, etc. On va comprendre d'où viennent les océans, les organiques, etc. Mais en fait on va quand même voir des géocroiseurs qui sont des objets qui ont été éclatés en morceaux par des collisions, qui sont situés à unité astronomique, qui sont très sombres, et donc qui ont des températures de surface qui sont proches de 100-150 degrés Celsius. Donc c'est pas non plus des objets qui sont finalement si primitifs que ça. D'ailleurs, si vous regardez la température estimée pour cet objet-là, on n'est pas très loin de la centaine de degrés. Alors à quoi cet objet ressemble dans l'infrarouge? C'est sombre, c'est plat, mais si vous regardez là, on voit un petit truc. D'accord? Ce petit truc, alors qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un artefact? Les gens ont l'air d'avoir bien travaillé, ils ont fait des tests, ils ont mesuré des specs sur Terre, ils ont mesuré des specs sur la Lune. Et ce petit truc, il se trouve qu'il a une position à 2,72 micromètres. Et 2,72 micromètres, pour les gens qui travaillent sur les specs des minéraux, ils savent qu'à 2,72 micromètres, il y a quelque chose qui absorbe, c'est quand on a des minéraux hydratés. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, c'est une bande qui est extrêmement faible. Donc ici, je vous compare, ça a été fait par ces auteurs, le spectre de cet objet, Ryugu ici en rouge, à des spectres de différentes météorites, aux météorites qu'on pense ressembler le plus à cet objet. Et première observation, à ce jour, on n'a aucune météorite qui ait le même spectre que cet objet. Okay? Donc ça, c'est quand même plutôt cool, parce qu'on se dit qu'on va ramener sur Terre un truc qu'on ne connaît pas. Par contre, le truc peut-être moins cool, c'est qu'il y a des météorites qui ressemblent, et ces météorites qui ressemblent, ce sont des météorites qui ont subi des événements à très haute température. Et si ici vous avez différents spectres de météorites pour comparaison, vous voyez que vous avez des météorites qui ont des pics à peu près à la même position. C'est le cas de ce qu'on appelle les CI, c'est le cas de Ivuna, de cette météorite-là, Ivuna. Vous avez aussi celle-ci qui a un pic à la même position. Mais pour avoir des spectres qui ressemblent, en fait, il faut soit prendre des météorites qui ont subi un phénomène à haute température, donc chauffer, soit des météorites qu'on a chauffées en laboratoire. Donc la conclusion de ces observations, c'est que on a un truc qu'on ne connaît pas, mais l'hypothèse qui est globalement la plus défendue par mes collègues japonais, c'est que c'est quand même un objet qui a un type particulier. Pourquoi? Parce qu'il a subi un événement à haute température. Donc ça, c'est un peu moins drôle si on veut aller regarder de la matière très primitive formée très tôt dans l'histoire du système solaire. Alors maintenant, il faut échantillonner cet objet. Donc on a fait des spectres, on sait qu'il a un truc particulier, maintenant il faut en ramener des morceaux. Alors pour caractériser la surface de cet objet, eh bien, il y avait différents trucs qui ont été balancés à la surface. D'abord ces petits machins qui s'appellent Minerva, qui sont des machins comme ça, donc c'est à peu près des boîtes de confit de canard, des trucs comme ça, qui ont été jetés à la surface pour regarder à quoi ressemblait Ryugu de près. Et là on a eu quelques images de la surface proche. Alors elles sont pas terribles, je suis désolé pour la qualité. Mais elles ne sont pas bien meilleures en haute qualité, je vous rassure. Et qu'est-ce que ces sondes ont vu? Que globalement, la surface, ce n'était pas du tout un sable fin, quelque chose de lisse, ou quoi que ce soit, mais c'est globalement des gros cailloux. Okay? Et ça, quand on veut ramener des morceaux d'échantillons, ça fait un peu peur. Après, ils y sont quand même arrivés sur Itokawa, donc je pense qu'ils vont y arriver sur cet objet-là. Donc une surface qui est plutôt hostile pour un retour d'échantillon. Donc ça, c'est pas drôle. Une autre image aussi où vous voyez encore tout un tas de gros fragments de cet échantillon. Donc deuxième observation de la surface avec un lander qui s'appelle Mascot, un lander
réalisé par l'Allemagne, hein, le DLR, avec en particulier un instrument français ici qui s'appelle Microméga. Ce lander, il a été envoyé. Ce lander c'est un truc lander, c'est un atterrisseur en français, c'est un truc qui se pose. Alors c'était un peu plus qu'un lander parce qu'il pouvait un peu bouger. C'était un petit truc, hein, c'était pas filaé, c'était quelque chose de plus compact. Ce lander, le voilà, hop, tac. C'est une grosse boîte de chaussures qui a été envoyée à la surface. Vous voyez encore une fois sur cette image qu'on a une surface qui est plein de gros rochers. Et ce lander, c'est un peu mitigé, les résultats. Pourquoi? Parce que l'instrument français, malheureusement, l'atterrisseur s'est posé de façon pas terrible. En fait, si l'objet était complètement lisse, ça aurait très bien marché, l'instrument a très bien marché. Et malheureusement, il s'est mis de travers parce que c'était une surface couverte de rochers, donc il a mesuré pas grand-chose. Et puis ce lander, la grande frustration, c'est qu'il y a plein d'images qui ont été prises par une caméra allemande. Moi j'ai des collègues allemands qui les en montrent, elles sont super, on voit plein de choses, on voit des détails, des structures. Mais le drame, c'est que l'Agence spatiale européenne n'a pas vraiment une politique très ouverte de partage de ces images, c'est-à-dire que ces images ne sont pas publiques aujourd'hui et elles ne sont même pas publiées. Donc, pour le moment, on a des images qui ont été mesurées il y a plus de 6 mois, mais que malheureusement je ne peux pas vous montrer. Mais néanmoins, c'est une surface qui est extrêmement rugueuse et pas du tout qui n'est pas très facile à échantillonner. Alors échantillonner, comment ça marche? Alors ils ont globalement repris le système d'échantillonnage de Yabusa 1, hein, parce que ça a marché, donc autant recommencer. Donc c'est un machin qui sort avec une espèce de bouche. Vous avez un projectile qui descend, et puis vous avez de la matière qui va être éjectée, qui va être récupérée. Il y a eu deux échantillonnages dont je vais vous montrer, et puis ils peuvent remplir ça dans des capsules différentes. Ça, c'est la première vidéo de l'échantillonnage. Alors là, vous avez l'impression que ça va vite. Ça va vite, hein, en fait, la descente prend 7-8 heures, donc ils font ça tout doucement. Hein, c'est des objets très petits, c'est un milieu à gravité réduite, donc la navigation n'est pas évidente sur cette surface. Attention, ça va arriver. Et là, attention, suspense. Et tac, vous voyez la surface comme elle est extrêmement rugueuse. Et là, bim. Vous voyez qu'ils en ont mis partout. Hein. Donc ça a été un succès. Il y a eu un rehearsal avant. Ils ont essayé de s'approcher pas très loin avant de faire le vrai coup. Mais vous voyez que c'est pas du tout lisse et calme comme processus. Hein. Vous éjectez plein de matière. Mais ça a été, en tout cas, diffusé comme étant un succès pour cet échantillonnage. Alors, petite particularité, ici vous avez le site d'échantillonnage après que ça se soit passé. Et vous voyez que c'est tout noir en fait. Hein, c'est beaucoup plus noir que la surface. Et ça, c'est une surprise. C'est une surprise pourquoi? Parce que la vision classique, c'est que les surfaces des astéroïdes sont en surface très sombre parce qu'on a une interaction avec le vent solaire. En général, la plupart des gens s'attendaient à ce que, en profondeur, les roches soient plus claires. Et en fait, il semblerait que si vous allez un tout petit peu en dessous de la surface, vous ayez des choses qui soient encore plus sombres. Et ça a été observé via cet échantillonnage, et puis ça a été observé aussi via cette expérience, qui est qu'en fait, ils ont emmené avec eux un gros canon, hein, disons les choses comme il faut les dire, ils avaient amené un gros canon, et puis ils ont envoyé une espèce de grosse assiette en cuivre à la surface, qui a été envoyée par une détonation, hein, donc ils ont vraiment tiré sur l'astéroïde. C'est plutôt américain comme truc, mais bon, c'est les Japonais qui l'ont fait. Et puis ils ont fait ce petit cratère, donc ça donne des informations sur la mécanique de collision sur ces objets. Et puis en fait, ils ont aussi observé que ce petit cratère était aussi plus sombre que les alentours. Une observation intéressante. Deuxième échantillonnage, alors, je ne sais pas si j'appuie là. Attention, je ne promets rien. Deuxième échantillonnage, alors il ne se passe rien. Deuxième échantillonnage, aussi un succès. C'est normalement un film qui a pas l'air de fonctionner. Attendez, j'essaye quand même. Hein. Il se passe à peu près la même chose. Deuxième échantillonnage le 11 juillet 2019. Donc ça s'est produit il n'y a pas très longtemps. Globalement, ah oui, si, c'est ça. Ça arrive. Il se passe à peu près la même chose. Hein. Vous allez avoir plein de matière qui est éjectée. Vous avez une surface qui est très rugueuse. Mais a priori, quand vous voyez tout ce qui est éjecté, la probabilité pour qu'il y ait des trucs qui soient rentrés dans le tube est extrêmement forte. Donc
je pense que cette mission va ramener des échantillons. Alors en termes de masse, pour les Japonais, s'ils ramènent 60 mg d'échantillons, ce sera un succès. Ils ne pourront pas en ramener beaucoup plus, mais ils visent typiquement 60 mg. Donc c'est une mission qui est pas loin d'être sur le départ. Le départ est prévu pour la fin de l'année. Donc la collecte a été prête. Là, il faut attendre le bon moment pour revenir sur Terre, que la Terre soit pas trop loin. Le voyage du retour va prendre à peu près 1 an. Et puis la capsule arrivera fin 2020. Donc là, je crois qu'on est vraiment très impatient de pouvoir regarder en laboratoire ces échantillons. Alors deuxième mission, Osiris-Rex. Alors Osiris-Rex, mission américaine de retour d'échantillons, qui a été lancée un peu après Hayabusa 2. Je pense que les Américains étaient quand même un peu frustrés que ce ne soit pas eux qui aient fait pour la première fois. Ils aiment bien faire les premières, un retour d'échantillons astéroïdal. Mission lancée en 2016. Là, c'est une très grosse mission américaine. C'est les missions de la plus grosse classe. C'est New Frontier. Mission avec beaucoup d'instruments scientifiques, en particulier des spectromètres infrarouges. Des spectromètres infrarouges OVIRS, dans la gamme spectrale 0,4-4,3 micromètres. Un spectromètre thermique, ça ressemble un peu au payload quand même de Hayabusa 2, à la charge utile de Hayabusa 2. Un altimètre et puis un petit instrument de collaboration étudiante. Donc c'est une mission qui a rencontré son astéroïde il n'y a pas très longtemps, un astéroïde qui s'appelle Bennu. C'est un peu la mode des trucs égyptiens dans le spatial. Il y a des modes dans le spatial aussi. Il y a eu Philae avec Rosetta et tout un tas de noms égyptiens. Donc Bennu, c'est aussi un nom égyptien en lien avec Osiris-Rex. Bennu, on avait une meilleure idée de à quoi il ressemblait parce qu'on avait des observations radar de cet objet. Donc on avait un modèle de forme qui était connu. Ça, c'est une des premières images de Bennu, vue depuis 330 km. Ça vous donne une idée de la qualité des caméras. Bennu, c'est un objet qui est petit, mais tout de suite, vous remarquez que ça ressemble quand même énormément à Ryugu. C'est à peu près la même forme. C'est encore une fois une pile de gravats. Et puis, on retrouve aussi ce bourrelet équatorial. Bennu en taille, c'est un peu plus petit que Ryugu. C'est d'ailleurs presque 2 fois plus petit. C'est à peu près 500 mètres de diamètre. Donc, c'est plus grand que la Tour Eiffel. Vous voyez que l'Empire State Building est plus grand que la Tour Eiffel. Ils sont forts, les Américains. Voici cet objet avec des images d'un peu meilleure qualité. Donc vous voyez l'objet qui tourne au cours du temps. C'est encore une fois un objet plein de roches et de gros gravats. C'est un objet qui a un albédo de 4%, donc c'est encore plus sombre que Ryugu. Et c'est, je pense, un des objets les plus sombres du système solaire. C'est encore plus sombre qu'une comète, comme 67P. Et puis ce qui est, petite curiosité, Bennu, sa densité c'est 1,19. C'est exactement la même que Ryugu. Est-ce que c'est le même? On va voir. Peut-être qu'ils se sont trompés. Voici les deux comparés. Il y a quand même une ressemblance. On voit des cratères, des boulders. Alors est-ce que ça va être la même chose? Alors, il semblerait qu'il y a un peu plus de variation de niveau de couleur et de géologie sur Bennu. Ici, vous avez une image où le contraste a été amplifié. Et il y a quand même des variations de brillance sur cet objet. Vous avez des zones qui ont des albédos, disons, un peu moins de 4%. Mais il y a quand même des zones qui sont plus brillantes, qui vont vers 10-15%. Et il semblerait que ces zones sont en fait des petits morceaux de trucs un peu différents. Alors, donc dans ce cas-là, est-ce que vous voulez ramener le truc différent, le truc de base? C'est une question ouverte. C'est une mission qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui va se rapprocher progressivement de l'objet, et pour le moment, on n'a que des observations, des données préliminaires sur cette île. Mais vous pouvez voir une diversité géologique importante. Par exemple, vous pouvez regarder cette zone-là, vous voyez que globalement, vous avez plein d'éclats de roches, mais vous avez quand même quelques zones qui ont l'air un peu plus lisses. Et ça, c'est intéressant pour le retour d'échantillons. Alors, de quoi est composé Bennu? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que finalement, deux missions, même tarif? La réponse est non. La réponse est un grand non. Ici, vous avez les spectres en réflectance de Bennu. Le spectre en réflectance de Bennu, en fait, pour le moment, c'est la seule chose qui soit publiée et publique. C'est un spectre qui intègre sur tout l'objet. Et donc, si vous regardez le spectre en noir, qui est ce spectre de Bennu, eh bien, vous voyez qu'on a une belle bande, une grande bande, aux alentours de 3 micromètres.
Et cette bande n'a rien à voir avec celle qu'on a observée sur Ryugu. Donc l'aspect global des objets est le même, mais la composition telle que vue aujourd'hui semble très différente. Ça c'est cool parce que si on avait fait 2 missions pour amener la même chose, ça aurait été un peu du gâchis. Et donc en fait cette bande à 3 microns, là par contre on a des choses qui ressemblent peut-être un peu plus dans les laboratoires. Et ces choses qui ressemblent dans les laboratoires, c'est encore une fois nos météorites hydratées, en particulier de la famille de ce qu'on appelle les CM. Alors les données à très haute résolution spatiale sont en train d'être acquises et on aura plus d'informations dans les mois à venir. Alors c'est un objet qui va être aussi échantillonné. Alors la méthode d'échantillonnage est différente. Ici vous avez une espèce de piston qui va se poser et vous avez en fait de l'azote, du gaz qui va être libéré pour mettre en mouvement la surface et collecter la matière. C'est l'Amérique, donc c'est bigger, better. Donc là c'est pas 60 mg, mais ils espèrent ramener entre 60 grammes et 2 kg, donc un beau morceau. Ils espèrent ramener, mais ça va pas être facile. Hein. Pourquoi? Parce que la surface reste hostile. Hein. Vous avez une surface qui est couverte de gravats, vous avez aussi des gros blocs. Et ici vous avez une image à très haute résolution de cette surface, et vous voyez que c'est des gros morceaux de roche. Alors si vous avez l'œil du géologue, vous voyez qu'on a quand même des choses qui ont des aspects différents. On a des choses ici avec on a l'impression qu'on a des morceaux à l'intérieur, comme ici, qui sont ce qu'on appellerait des brèches. Une autre image haute résolution de cette surface, avec ici probablement encore une brèche, avec des objets qui ont des teintes un peu différentes. Donc c'est globalement un chaos rocheux qu'il va falloir échantillonner avec cette mission. D'ailleurs, il y a la première série de papiers qui a été publiée, et le responsable de la mission, j'avais jamais vu ça, il termine son article scientifique en disant ça va être quand même pas facile d'échantillonner cet objet. Alors, ils risquent de souffrir, mais vous pouvez les aider, hein, si vous voulez. Pour trouver le site d'échantillonnage le plus adapté, eh ben, ils ont mis en ligne un outil. Et c'est un outil, vous avez l'adresse ici, hein, benoucosmoquest.org. Et en gros, cet outil, c'est quoi? Ben, il vous montre plein de photos de la surface, parce qu'il y a 3-4 000 photos de la surface. Puis à vous de dire si ça vous semble adapté ou pas pour échantillonner. Et donc essayez de trouver, si vous avez des endroits sur Bennu, des zones suffisamment vastes, où vous ayez des petits fragments qui puissent être récupérés par le système d'échantillonnage. Alors Bennu, je dirais que les gens étaient extrêmement excités en voyant qu'il y ait une bande d'hydratation, donc des minéraux hydratés. J'avoue que moi personnellement, j'ai dit bon ok, de l'ACM, ok, ils vont emmener de l'ACM. On en a plein, c'est un des types de conduits carbonés les plus fréquents. Il y a encore une chute de CM qui est tombée il n'y a pas très longtemps au Costa Rica, enfin il en tombe plusieurs par an. Mais en fait, il y a quand même des surprises. Et ça, je dirais que ça a été une énorme surprise. C'est que cet objet, c'est un astéroïde, mais il a une activité. Il a une activité, c'est-à-dire que de temps en temps, il éjecte des cailloux. Et c'est ce que vous observez sur cette image, hein, ces petits points-là, ce n'est pas des étoiles, mais c'est des morceaux de l'astéroïde qui sont éjectés. Et là, les gens se posent énormément de questions sur pourquoi est-ce qu'on a cette activité. Est-ce qu'il y a de l'eau en profondeur? Est-ce qu'on a de l'eau qui dégage et qui produit cette activité? Et donc le défi, ça va être essayer de comprendre à quoi c'est dû, et soyons fous, peut-être ramener un peu de ces volatiles si c'est lié aux volatiles. Ça c'est une très grande surprise, mais encore une fois, c'est pas facile parce que ça fait aussi peur aux gens, parce que du coup ils voulaient plus trop rapprocher la sonde, ils avaient peur que la sonde se prenne un caillou qui est éjecté par l'astéroïde. Donc pour conclure sur ces 2 missions spatiales, on a 2 missions vers des géocroiseurs sombres, 2 Rubble Pie, 2 grosses piles de gravier, 2 ce que j'appellerais diamond shape. Donc si on regarde juste les photos, on se dit 2 fois la même chose. En fait non, il semblerait qu'on a 2 compositions très différentes. Dans le cas d'Osiris Rex et de Bennu, ça semblerait être un matériau qui ressemble à de la météorite connue, météorite de type CM. Mais il y a quand même un truc inattendu, c'est qu'il y a toujours des volatiles qui sont présents sur cet objet. Alors que dans le cas d'Hayabusa 2, Ryugu, eh bien, on a un objet qui ne ressemble pas à des météorites connues. Et il y a 2 possibilités, soit c'est un truc qui a été altéré par la température, ou soit ça va être une énorme surprise. Et j'espère que ce sera une énorme surprise. Voilà, j'aimerais être là.